Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet, je dirais, qui peut être un peu anxiogène, la fraude. Moi, j'ai toujours tendance à dire, avant de me présenter, je veux juste faire une petite introduction. C'est un sujet dont il faut vraiment parler pour le démocratiser, le dédramatiser et mieux lutter contre ce phénomène. Donc, avant tout, c'était le petit mot que je voulais vous dire. On va se présenter tous et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc on va commencer de gauche à droite. Voilà. Donc, je suis le général Patrick Perrotte, je suis coordonnateur pour l'intelligence artificielle au sein de la Gendarmerie nationale et conseiller IA auprès du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, puisqu'au niveau de la gendarmerie, on a décidé aujourd'hui d'investir par l'IA les fraudes qui se passent dans le cyberespace. Bonjour, moi je m'appelle Sarah Septi, je suis CEO et cofondatrice de ShareID, qui est une start-up qui propose une solution d'authentification forte par l'identité officielle et en lutte entre autres contre la fraude à l'identité qu'on peut avoir sur les transactions en ligne et on met en place une espèce de confiance numérique sur les interactions en ligne. Bonjour, je suis François Saunier, je suis CEO de Blackwhen. Chez Blackwhen, on fournit une solution de scoring de fraude pour les institutions de financement, donc ils font du crédit particulier, crédit entreprise et du leasing. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Canté, je suis le CEO et le cofondateur d'ID Protect. ID Protect, c'est une solution de lutte contre l'usurpation d'identité. On accompagne les victimes et on a créé un outil de prévention pour aider les citoyens à se protéger contre ce risque. Merci à tous. Pour remettre un peu le sujet au centre, fraude et technologie, il y a un énorme développement de la quantité de données disponibles pour toutes les entreprises, les particuliers, une démocratisation de l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle, des groupes de fraudeurs de plus en plus organisés, comme des petites entreprises finalement pour venir attaquer les entreprises ou les particuliers. Et dans ce contexte, je dirais que c'est important, voilà, encore une fois, de parler du sujet. Il y a des incidences énormes pour les entreprises et les particuliers, juridiques, financières, voire même psychologiques pour les gens qui sont victimes de fraude. Donc voilà, c'est un sujet d'avenir, d'actualité. Nos excellents intervenants aujourd'hui ont tous, je dirais, un point de vue qui peut être parfois convergent et parfois différent. Mais avant de leur poser à tous des questions, je voulais peut-être juste interroger le général Perrot sur un point. Est-ce qu'on voit une recrudescence au cours des dernières années des délits utilisant la technologie, notamment l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors oui, on voit une recrudescence, notamment dans le champ cyber, avec de plus en plus d'utilisation des moyens technologiques qui sont à disposition du délinquant. C'est-à-dire que le délinquant n'a pas besoin de savoir comment que ça fonctionne, il n'a pas besoin de s'occuper de la réglementation, il utilise les outils qui sont à sa disposition. Donc ce n'est pas forcément des délinquants chercheurs Bac+8, c'est des délinquants qui utilisent les outils qui sont à leur disposition. Et donc effectivement, on a ces dernières années une recrudescence assez considérable. Et peut-être est-ce un iceberg aussi, parce que peut-être qu'on a tout ce qu'on n'a pas encore détecté qui est sous-jacent, et on voit aujourd'hui, enfin je pense à WormGPT, mais on en parlera sans doute un peu plus tard, il y a encore tellement de possibilités pour les délinquants que parfois on se demande s'il faut changer de métier. D'accord, merci beaucoup, Général. Peut-être, Sarah, vous pouvez nous répondre à la question finalement du jour. C'est la fraude a-t-elle un coup d'avance? Votre point de vue, Sarah, s'il vous plaît. Moi, je pense clairement que la fraude a même plusieurs coups d'avance sur nous. Aujourd'hui, depuis le Covid et l'accélération de la digitalisation, on voit de plus en plus de procédures qui se passent en ligne, et du coup, on a finalement un petit peu facilité la fraude et surtout l'usurpation d'identité à tous les jours. Avant, c'était compliqué, il fallait imprimer une pièce d'identité et puis s'embêter à le faire bien. Maintenant, en fait, il suffit de faire un petit coup sur Photoshop et puis on a la pièce d'identité de quelqu'un, et puis on voit de plus en plus de fraude sur ce sujet-là. Donc clairement, la fraude a un coup d'avance. C'est un business qui rapporte bien, beaucoup plus que les startups.
Donc c'est vrai qu'on se demande si ce ne serait pas une nouvelle carrière pour nous tous, maintenant qu'on sait faire. Et clairement, oui, il y a une avance parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont mises à disposition et aussi parce que l'utilisateur final n'est pas nécessairement conscient des risques et de l'exposition qu'il peut avoir lorsqu'il a certaines attitudes sur certaines opérations qu'il peut avoir fait en ligne. François, oui, peut-être la même question. Ouais, je rejoins le point. Hein, la fraude a un temps d'avance, elle a toujours un temps d'avance et on passe notre temps à les poursuivre. Ils ont un temps d'avance parce qu'on a créé les conditions pour qu'ils aient un temps d'avance. Si on reprend l'histoire de la création d'Internet, c'est un formidable outil qui a permis d'avoir accès à la donnée en tout point, en tout lieu, très très rapidement sur plein de choses. L'apparition des réseaux sociaux l'a amplifié, notamment sur le particulier. Donc aujourd'hui, on publie énormément notre vie sur Internet. Et du coup, les fraudeurs s'engouffrent là-dedans pour récupérer de l'information, pour aller faire des usurpations d'identité. Et Philippe en parlera certainement encore mieux que moi. C'est encore plus vrai, on est en train de voir ça aussi dans le monde de l'entreprise. Les entreprises ont besoin d'exister plus que jamais, de se mettre en avant. Et on passe notre temps à le faire, à donner de l'information au final sur nos organisations. Donc il faut être ultra vigilant sur ça. Et puis la démocratisation de l'accès à la technologie sur les 20 dernières années qui s'est amplifiée. Et comme il a déjà été évoqué, il n'y a pas besoin de comprendre la technologie, il suffit de l'utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir de questions d'éthique. Nous, on se pose des questions d'éthique, mais les gens qu'on combat s'en posent aucune. Merci François. Philippe. Et je vais faire que confirmer, évidemment, que les fraudeurs ont un temps d'avance, voire beaucoup de temps d'avance. Parce qu'en fait, ils ont cette faculté à, quelque part, sourcer, regarder quels sont, dans certains domaines, donc notamment dans le domaine bancaire, quels sont les contrôles qui sont réalisés. Parfois, ils ont accès à cette information-là et donc ils vont trouver la faille et essayer de contourner les outils de prévention que nous, on va utiliser. Donc nous, ça se voit vraiment sur le citoyen aujourd'hui. Le citoyen, du jour au lendemain, on lui a dit il y a un monde fantastique qui est Internet et sur lequel tu vas pouvoir t'exprimer, sur lequel tu vas pouvoir échanger avec des particuliers, sur lequel en fait on ne lui a pas donné un espèce de code de la route, il n'a pas de prévention et donc au fur et à mesure, les citoyens ont l'habitude de transmettre des documents, ils se mettent en danger. Ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, je pense qu'ils en ont plus conscience, puisqu'on dit que 70% des Français souhaitent plus de confiance au numérique, ont plus crainte du cyber. Donc vraiment, les fraudeurs ont saisi cette opportunité-là, ils ont pris un temps d'avance, on court après eux. Notre métier est important, donc on va rester dans ce camp-là, si vous le souhaitez. Donc voilà. Mais peut-être que tout n'est pas perdu. Donc. Bon, moi, si je réponds oui à cette question, je change de métier. J'ai aucune envie de changer de métier. Donc, je n'adhère pas tout à fait. C'est l'intérêt d'une table ronde. Je crois que à cette question, en fait, cette question, elle soulève un enjeu stratégique. La stratégie, c'est quoi? C'est est-ce qu'on veut avoir une vision réactive ou avoir une vision proactive? En gendarmerie, on a choisi d'essayer de construire une vision proactive. Proactive, c'est plus difficile à valoriser, c'est plus coûteux, mais sur le long terme, c'est plus efficace. Réactive, c'est assez facile à valoriser, on fait des coûts. Il y a un coût, produit, mais sur le long terme, ce n'est pas forcément efficace. Globalement, ça veut dire quoi? Dans la vision réactive, vous marchez à reculons, et puis quand ça vous arrive, vous regardez vers le passé, quels sont les outils que vous avez à disposition pour faire face à cette nouvelle menace. La vision proactive, c'est vous marchez, vous regardez les yeux ouverts, vous marchez tout droit, et vous essayez d'anticiper la menace. Anticiper les menaces par des évaluations expertise humaine, anticiper la menace par des évaluations et des expertises machines. L'IA doit nous aider à cela. L'IA, c'est une formidable capacité à anticiper. Donc, on doit utiliser l'IA aussi pour cet aspect-là. La vision proactive, c'est aussi développer des partenariats avec le monde de la recherche. La recherche, elle a 10 ou 15 ans d'avance sur l'industrie, sur les services publics aussi. Tout le monde s'étonne de ChatGPT. Enfin, les modèles de langage, c'est 2017. Ce n'est pas nouveau. L'usage a explosé, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. On doit se préparer à ces enjeux-là. Ce n'est pas pour autant que c'est simple, parce qu'encore une fois, il y a un coût, il y a un investissement. C'est assez difficile à mesurer, contrairement à l'approche réactive, où on peut mesurer les succès qu'on a par rapport à la détection de fraude qu'on a fait. En revanche, quand vous êtes en proaction, vous empêchez des fraudes.
C'est beaucoup plus difficile à mesurer. Donc je suis plutôt sur cette vision proactive qui est encore une fois qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, sans bien entendu oublier cette capacité de réaction qu'on a par les outils que vous développez qui effectivement nous aident à mieux réagir face aux fraudes. Merci pour ce point de vue un peu divergent, mais que je peux confirmer. Dans mon cabinet, on mène une étude tous les 2 ans. On interroge les entreprises sur la fraude, les fraudes qu'ils subissent, les fraudes internes et externes. Et presque 2 tiers des entreprises nous disent la fraude, on la détecte avec des contrôles, donc en étant proactif pour aller détecter la fraude. Après, il y a plein d'autres moyens de détection, hein. Voilà, la presse, d'une alerte interne, etc. Mais le contrôle est indispensable, et réfléchir à ces contrôles, les revoir, les mettre à jour suite à une fraude, c'est clé, et leverager au maximum en effet sur la technologie. Qui dit technologie dit est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard, et dans combien de temps la technologie que j'utilise pour lutter contre la fraude ne sera plus pertinente. Et donc ça pose une question d'obsolescence. Je ne sais pas si Philly ou François, vous pouvez nous dire un mot sur ce sujet, s'agissant de vos technos, enfin l'un ou l'autre, ou l'un après l'autre. Voilà. Pour le coup, pour la question de l'obsolescence, c'est une question qui se pose pour chacun d'entre nous, je pense, éditeurs de logiciels. La question de l'obsolescence, elle est centrale. C'est en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on a envie, nous, ou en tout cas en tant que professionnels, et quel est l'effort de veille qu'on va réaliser? Ça va être en fonction de la veille, ça va être en fonction des nouvelles techniques de fraude qu'on va détecter, ça va être en fonction de notre capacité à s'adapter à la fraude, qu'on va être en mesure de faire en sorte que nos solutions ne soient pas obsolètes. Donc si je vous prends par exemple la question de l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qu'on observe chez ID Protect, c'est que 80% des victimes qu'on accompagne, ce sont des personnes qui ont tout simplement transmis une copie digitale de leur document d'identité. Donc j'imagine que dans la salle, certains d'entre vous, tous, j'en suis certain, ont transmis une copie de leur document. Donc si votre document d'identité est utilisé, est-ce que vous avez un moyen de le savoir ? Vous n'en avez pas. Donc aujourd'hui, chez ID Protect, nous, on fait de la prévention, et c'est là où je rejoins le général. Quelque part, on crée une solution qui va apporter une solution, un temps d'avance sur les fraudeurs qui aujourd'hui sont quelque part dans un espèce de Far West. Ils utilisent des documents d'identité, ils n'ont aucun moyen d'être détectés. Et ben c'est là où on va redonner la main aux citoyens chez nous, en tout cas dans le cadre de notre lutte contre l'usurpation d'identité. On crée une solution novatrice pour pouvoir justement prendre un temps d'avance sur les usurpateurs, et donc cette obsolescence-là viendra avec un peu de temps. Et derrière, on s'adaptera en fonction des nouveaux use cases qu'on va rencontrer chez les différents acteurs avec lesquels on bosse. Je ne sais pas si le mot obsolescence est le bon mot. Il y a rarement une technologie qui atomise complètement la précédente. C'est plus un empilement de technologies. Et en fait, quand on est dans la prévention de la fraude, on est dans un système de défense en profondeur. Qu'au final, on va utiliser une combinatoire d'outils qui vont tous avoir leur rôle, leur fonction. La vérification de l'identité, elle est utile. Pour autant, elle n'est pas suffisante. Il y a besoin d'autres types de contrôles. Donc, on va forcément faire évoluer nos technologies pour adresser les nouveaux contournements trouvés par les fraudeurs. Typiquement, l'open banking est une opportunité business, mais elle augmente la surface d'attaque. Et on voit déjà sur l'open banking, j'en ai discuté il y a quelques semaines avec certains de mes confrères, des professionnels de la fraude qui créent des faux comptes qui passent au travers des mailles du filet. Donc, il va falloir nécessairement s'adapter. Et puis, il faut, pour pouvoir s'adapter, regarder effectivement plus loin devant. Alors moi, je reste sur ma position de on est un petit peu derrière, on court un peu après le fraudeur, mais il faut quand même regarder devant, et là, je suis parfaitement d'accord. Il y a des grandes transformations qui sont en train d'arriver, notamment en lien avec la transition énergétique, le financement des véhicules, qui sont impulsés par le gouvernement, et qui sont des opportunités de business pour les institutions de financement. Et donc, s'il y a beaucoup de flux financiers qui va arriver dans les années qui viennent, avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, sur l'auto, sur le changement des pompes à chaleur, etc., on peut être quasiment sûr que les fraudeurs vont aller sur ce terrain-là. Sarah, tu veux nous dire un mot également sur ce sujet de l'obsolescence? Nous, c'est assez marrant parce qu'on a créé chez ID
parce qu'on avait une conviction forte que les solutions actuelles allaient devenir obsolètes à un moment. Typiquement aujourd'hui, et en fait c'est une obsolescence qui est plutôt due à une réglementation en fait. Donc on a des nouvelles réglementations qui vont arriver et qui vont faire que certaines technologies, en tout cas sur certains cas d'usage, vont devenir obsolètes parce que c'est pas accepté par les régulateurs aujourd'hui, et donc soit parce que c'est pas assez robuste, soit parce que ça ne protège pas comme ça devrait, etc. Et c'est le cas par exemple dans les cas d'entrée en relation avec les clients. Aujourd'hui dans une banque ça devient de plus en plus compliqué d'utiliser simplement une photo. Il faut que ce soit absolument une vidéo qui soit acquise du document pour éviter justement que ce soit des documents qu'on a partagés qui sont réutilisés, etc. Et donc augmenter en fait les contrôles au premier niveau et du coup réduire le risque sur ces choses-là. Donc il y a une espèce d'obsolescence. Maintenant, ces technologies-là qui existent, qui sont obsolètes pour ce cas d'usage-là, vont certainement trouver leur bonheur ailleurs. Donc en fait, elles ne vont pas mourir, mais vont juste aller ailleurs. Mais nous, en tout cas, chez ShareID, comme c'est un marché qui nous intéresse beaucoup, tout ce qui est confiance numérique, etc., on a une grosse équipe de R&D. Je crois que 70% de notre équipe, c'est de la R&D. Et du coup, on travaille massivement sur tout ce qui est fraude documentaire ou fraude ou attaque biométrique pour essayer d'être plus en avance que ces fraudeurs qui font ça à plein temps et qui du coup avancent peut-être plus vite que nous, et du coup essayer de faire en sorte d'être toujours plus en avant que ces fraudeurs qui, pour moi encore une fois, sont un petit peu en avance sur nous aujourd'hui. Alors, je pense que l'obsolescence, elle est inhérente à la technologie. Et c'est normal. Et les entrepreneurs qu'on a là, ils pensent à leurs produits d'après, forcément. Nous, c'est pareil. On utilise des méthodes, on pense forcément au coup d'après. Et donc, ça fait partie du cycle de vie d'un produit. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à la fin. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'obsolescence juridique. Aujourd'hui, comment le droit va pouvoir évoluer pour effectivement accompagner toutes ces évolutions technologiques. Et pour le bénéfice de la protection des populations, parce qu'à un moment, on risque d'avoir une asymétrie entre les capacités des criminels à utiliser un certain nombre de technologies et les capacités des forces de sécurité ou d'entreprises à fournir des systèmes pour protéger le citoyen. Et donc, au niveau de la gendarmerie, on a vraiment intégré le droit, non pas comme un droit qui figé, qui nous dit ce qui l'empêche, mais un droit qui nous permet de voir demain, un droit qui permet de faire des propositions pour essayer d'évoluer. L'AI Act, aujourd'hui, dont on est très fier en Europe, il pose les usages. Dès lors qu'on pose les usages, on oublie ce qui va arriver. On parle d'une réglementation présente. Je crois qu'il faut, dès le départ, dans la réglementation, si on veut avoir un coup d'avance sur le délinquant, il faut aussi essayer de voir plus loin comment la réglementation doit évoluer. Donc je pense que l'obsolescence sur la techno, elle est inhérente à la technologie. L'obsolescence sur le droit, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prévenir, parce que, comme ça a été dit, nos entreprises peuvent partir ailleurs, ou alors il y a des systèmes qui ne se développeront pas. Je pense que c'est un point très intéressant, la régulation sur à la fois qu'est-ce qui est permis de faire pour lutter contre la fraude et qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre la fraude. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est censé faire d'un point de vue réglementaire pour lutter contre la fraude, et ça me paraît indispensable, et jusqu'où on peut aller en utilisant notamment la technologie pour lutter contre la fraude. Peut-être qu'on va refaire le même chemin. Philly, est-ce que tu veux commencer puis... Alors sur cette question, c'est un peu la question que j'ai eu à me poser au moment de la création de cette entreprise. Aujourd'hui, donc comme je disais, on accompagne des victimes d'usurpation. Très souvent, elles nous confient leurs données personnelles. Donc évidemment, c'est des informations relatives à leur identité, donc leurs documents d'identité, ou en tout cas les informations qui nous permettent d'identifier leurs documents d'identité. Et elles nous demandent: est-ce que, au sein de votre réseau, si jamais cette donnée-là, vous captez le fait que mon document d'identité a été présenté, est-ce que vous pouvez m'alerter? Voilà, nous, l'innovation qu'on apporte, c'est que si votre document d'identité est présenté, on vous envoie une alerte. La problématique, nous, c'est, enfin pas la problématique, mais en tout cas l'enjeu principal, premièrement, c'est de ne pas être une banque de données. Donc en gros, on va hacher l'information de telle manière à ce qu'on ne puisse pas, même chez ID Protect, avoir l'information, la donnée personnelle qui appartient aux citoyens. Mais également, le RGPD nous impose de demander l'accord et également le consentement du citoyen pour pouvoir conserver cette information-là. Et ça, c'est au cœur de notre activité. C'est vraiment la protection de la donnée et donc les contraintes réglementaires. Par contre, évidemment, les fraudeurs, eux,
la question du RGPD, c'est pas forcément une question pour eux. Donc je pense que l'aspect réglementaire est extrêmement important pour nous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais c'est également dans la logique de ce qu'on fait. Si on devient une banque de données, bah, évidemment, ça serait une problématique pour le citoyen. Donc voilà où est-ce qu'on en est, nous, en tout cas sur cette question-là. C'est un sujet complexe parce qu'au final, il y a d'un côté la réglementation avec la volonté de protéger les citoyens, par exemple du surendettement dans le cas du crédit, de protéger le citoyen sur notamment les activités criminelles, mais aussi un enjeu pour les entreprises d'accélérer leur business et d'aller plus vite. Donc c'est une équation un peu complexe, on est toujours sur le fil. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique pour adresser tous ces enjeux-là. Nous, on a pris le parti de travailler sur l'analyse comportementale, donc on n'a pas les données personnelles sur lesquelles on travaille. Ce qui compte pour nous, c'est plutôt de chercher à identifier l'écart à la norme et ce qui peut paraître suspicieux. Donc, par ce biais-là, on regarde avec un angle différent par rapport à certains acteurs et on peut se détacher de certaines des contraintes réglementaires. Pour autant, on aimerait dans l'absolu avoir accès à toute l'information pour tout faire, mais il y a quand même besoin d'un cadre juridique pour vraiment protéger le citoyen et l'usager. Quand je dis le citoyen, c'est l'usager, les entreprises sur les informations qui sont communiquées et disponibles. Je pense que l'enjeu de toutes les entreprises, c'est de fonctionner, de générer du chiffre d'affaires, etc. Et pas nécessairement de protéger un citoyen. Moi, personnellement, en tout cas, je ne suis pas Miss France. Je n'ai pas créé ShareID pour sauver la planète. J'ai créé ShareID pour monter une boîte et essayer de la faire fonctionner. Et bien sûr, on a une envie de créer la confiance numérique. On a des combats qu'on mène pour des raisons personnelles ou pas personnelles, chacun. Mais la réalité, c'est que comme les banques, on a des obligations, on doit les tenir. Et en fait, ces obligations-là sont souvent des contraintes, comme les obligations réglementaires qu'on a aujourd'hui. Donc les banques s'équipent comme elles peuvent. Nous, on le voit, que ce soit les banques ou même les fintechs, etc. On voit quand on échange avec elles qu'elles ne veulent pas forcément ce qu'il y a de mieux. Elles vont vouloir un équilibre entre ce qui marche, qui coche les cases du régulateur et ce qui n'est pas très cher, alors qu'elles pourraient prendre plus, mais plus cher, et parfois nuire à l'expérience utilisateur et prendre le risque de perdre des utilisateurs, etc. En fait, il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en considération pour dire est-ce qu'elles font bien ou mal, ou est-ce qu'on essaie de protéger le citoyen ou pas. Et en plus, on est toujours, encore une fois, et le colonel parlait à l'instant de la limite qu'on peut avoir sur des limitations. C'est général, pardon, excusez-moi. J'ai mis un petit peu de temps. Parler à la fois de l'obsolescence qu'on peut avoir, c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui en finance, par exemple. On voit toutes ces identités digitales émerger, etc. Mais en fait, concrètement, ce n'est pas possible d'utiliser aujourd'hui l'identité numérique pour enrôler quelqu'un parce qu'il faut une trace, une photocopie physique, enfin une copie physique de son document, etc. Donc la technologie continue à avancer, les banques font comme elles peuvent. D'ailleurs, en ce moment, sur l'identité numérique, tout le monde, on a l'impression, enfin en tout cas le marché a l'impression qu'ils attendent ce que le gouvernement va faire, qui dit qu'on va avancer sur certaines technologies, donner une identité numérique plus robuste, etc. Et se dire, est-ce que je vais implémenter quelque chose de privé, puis derrière, le public va m'offrir une solution plus robuste, etc. Donc il y a toujours ces combats-là, et il y a surtout le combat de l'expérience utilisateur, parce que c'est vrai que notre combat, notre combat à tous, c'est un peu de renforcer la sécurité sur tout ce qui se passe dans le numérique, etc. Mais l'utilisateur final, ce qu'il veut, c'est de l'instantané. Il ne veut pas attendre, il ne veut pas... et de plus en plus, maintenant, on fait comme ça pour s'authentifier. Et si ça prend 30 secondes, ça nous fatigue déjà. En fait, ça devient un irritant. Et donc, en fait, il y a aussi ça à considérer, que l'utilisateur final, il faut lui proposer des solutions qui vont pouvoir lui permettre d'avoir une expérience utilisateur fluide. Donc, le combat, c'est vraiment de balancer en fait, le risque, d'essayer d'anticiper
les risques qu'on peut avoir par catégorie et de mettre en face la bonne techno ou le bon niveau de complexité pour gérer ce risque-là sans nuire à tout le reste. Donc tout le reste, c'est l'expérience utilisateur, c'est les prérequis réglementaires, c'est le risque d'image ou les risques financiers que peuvent avoir les banques sur certaines interactions où on a ce type de risque. Alors, la réglementation, elle est essentielle à la structuration de nos sociétés. C'est-à-dire que sans réglementation, nos sociétés, elles partent un peu dans tous les sens. Donc il faut absolument qu'il y ait des bases réglementaires, des bases législatives, et qu'ils soient le plus admises par tout le monde. Après, il faut se poser la question de comment on les rend applicables. Quels moyens on donne aux régulateurs, effectivement, pour que cette réglementation soit applicable. Ça, c'est un sujet. Il ne suffit pas d'écrire la réglementation, il faut qu'elle soit réaliste, applicable, et qu'elle soit effectivement adaptée à la société dans laquelle on vit. Mais derrière la réglementation, notamment pour les forces de sécurité intérieure, on le voit au niveau européen, se pose quand même la question de la confiance. Parce qu'en fait, on peut avoir toutes les réglementations du monde. Il s'agit d'avoir confiance dans ceux qui utilisent les systèmes. Je pense notamment au système d'IA. Si c'est pour être toujours dans un climat de défiance, on n'avancera pas. Et la confiance, elle est déterminante, c'est-à-dire qu'il y a une forme de biais de confirmation bien humain, celui-là, c'est de se dire que l'État veut surveiller ses populations. Mais enfin, moi, ça fait un petit moment que je suis au sein de la gendarmerie nationale. Je n'ai jamais souhaité surveiller quelqu'un. Je vais être un peu désobligeant. Vos vies ne m'intéressent pas. Sauf si vous êtes pédophile, si vous êtes criminel, je vais vous surveiller. Mais dans ce cadre-là, je suis dans un cadre judiciaire. Vous serez placé sur écoute téléphonique. Potentiellement, il y aura des filatures. Mais c'est autorisé par la loi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec des systèmes d'IA, c'est pareil. Il y a déjà beaucoup de cadres réglementaires et il n'y a aucune volonté de surveiller les populations. Ou alors c'est une déviance dans un cadre administratif. Et ça doit être sanctionné comme tel. Et le citoyen doit avoir confiance dans ses forces de sécurité intérieure sur ce sujet-là, parce que nous, si on commet une erreur, on doit être sanctionné. Et la sanction doit être à la hauteur du pouvoir qui nous a été donné. Donc ça, c'est vraiment aussi un sujet qui nous importe aujourd'hui, parce qu'on voit que cette défiance peut nuire effectivement à la protection des citoyens. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si on laisse tout aux criminels et que la contre-mesure est trop contrainte, ça va rendre les choses difficiles. En matière d'intelligence artificielle, j'ai l'habitude de dire que l'IA, c'est le poison comme c'est le remède. Ou alors c'est le remède comme c'est le poison. Donc il faut absolument être capable de lutter contre ceux qui mettent le poison par ces moyens-là. Et aujourd'hui, c'est les forces de sécurité intérieure qui travaillent à cet aspect-là. Et un point qui me paraît également fondamental, c'est le cas de le dire, on parle beaucoup des droits fondamentaux. Il faut absolument que la réglementation préserve les droits fondamentaux. Mais la sécurité est un droit fondamental au même titre que la liberté. Quand je me promène dans la rue, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. On vit en société. Individuellement, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Quand je suis chez moi, c'est différent. Et donc, c'est ce point d'équilibre qu'il faut réussir à trouver par la réglementation. Et l'un ne doit pas être priorisé par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à l'un, parce qu'effectivement, on risque de générer des asymétries. Merci beaucoup pour toutes ces réponses sur la réglementation, ce qui me paraît un point quand même assez fondamental. Je voudrais rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet sur l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle. Et peut-être avant de poser une question à vous, je voudrais poser une question aux gens qui sont ici. Dans vos entreprises, est-ce qu'on peut lever la main sur combien de personnes utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude, à votre connaissance, dans vos entreprises? Donc on a peut-être un petit tiers. Voilà. Donc c'était intéressant. Donc ça commence à se développer, c'est insuffisamment développé. Ce que moi je peux voir de mon expérience, c'est qu'il y a un investissement qui est relativement important des entreprises du secteur financier sur ces sujets-là. Et je pense que François, tes clients, c'est surtout des clients du secteur des services financiers. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire tous les quatre, de l'utilisation de l'IA générative pour lutter contre la fraude dans le domaine financier, et comment aussi on pourra aller au-delà pour le domaine non financier. Alors je ne parle pas des particuliers, mais plutôt des entreprises. Je sais que c'est plutôt un panel d'entreprises du secteur de la tech financière, mais c'est un sujet, on va dire, d'intérêt général.
Ouais, tu as raison en fait, de le souligner. Nous, donc on utilise une solution avec de l'intelligence artificielle pour nos clients, pour les aider à réduire leurs pertes financières, à accélérer leur business, à réduire leur coût de traitement manuel. Donc il y a ce volet automatisation. Ça reste difficile d'aller convaincre parce qu'il y a encore chez certains de l'appréhension ou une incompréhension sur ce que c'est, sur ce que ça peut apporter. Il y a tout le volet réglementaire qui est associé avec aussi les craintes relatives à l'AI Act, tout le volet de gouvernance qui doit être associé, comment ces modèles complexes sont construits. C'est toujours plus simple d'écrire une règle a priori maîtrisée par un humain et que chaque humain peut comprendre. Quand on parle d'intelligence artificielle et de modèles mathématiques, c'est moins à la portée de tout le monde. Je ne veux pas faire d'élitisme mathématique là-dedans, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué d'expliquer. Donc c'est des choses qu'on prend en compte. Sur le volet de l'intelligence artificielle et de l'IA générative, c'est des technologies que nous, on utilise, alors qu'on n'utilise pas... Vous avez la plupart des gens associent Generative AI à ChatGPT, c'est parce qu'on utilise. On utilise des trucs un peu moins sexy, moins connus du grand public, des Tegan, donc exactement, des réseaux de neurones génératifs qui permettent de faire un peu l'équivalent, mais sur des données tabulaires, des données structurées. Et ça nous aide pour tester des nouvelles approches algorithmiques plus avancées que ce qu'on utilise aujourd'hui. Nous, on a un partenariat avec le LIPSI, donc un labo qui est juste à côté, avec lequel on travaille, et on a besoin de pouvoir tester ce comportement sur des volumes de données relativement importants, sans compromettre évidemment les données sur lesquelles on travaille en production. Donc on va utiliser ces modèles-là pour avoir de la donnée qui va ressembler à celle qu'on manipule. On a, entre guillemets, la chance et la malchance de travailler sur le sujet de la fraude. Ce sont des événements rares, donc c'est une classe à l'intérieur d'une population qui est très particulière et qui est très difficile à représenter. Au final, on n'est pas en train de faire de la segmentation entre les personnes entre 50 et 60 ans qui aiment le foot ou qui aiment le rugby. Donc c'est un sujet un petit peu complexe, donc on utilise ça, et c'est important parce que dans les travaux de recherche faits notamment avec le LIPSIS, aujourd'hui l'état de l'art il est fait sur des données prises sur des données d'analyse de graphes temporels. L'état de l'art, la comparaison se fait sur des datasets dans lesquels on met de manière aléatoire de l'information, ce qui ne représente pas du tout les problématiques de la fraude, ce qui fait qu'on a des algorithmes qui sont théoriquement performants, mais qui sur le monde réel ne le sont pas. Donc voilà comment on utilise ça. Et le dernier point de ta question, c'était l'application sur d'autres industries. Nous, ce qu'on fait, on est très focusé évidemment sur l'industrie financière. Pour autant, on sait qu'il y a des problématiques similaires dans d'autres industries. Je vais revenir sur ma pratique de transition énergétique et d'énergie. L'énergie, le coût de l'énergie est en train de monter de plus en plus. Et aujourd'hui, on sait que chez certains fournisseurs électriques, il y a de la fraude à l'entrée en relation parce qu'on va ouvrir une ligne de consommation énergétique à un client qu'on ne connaît pas a priori. Et les fraudeurs sont malins et ils savent qu'il y a une trêve hivernale. Et pendant cette trêve hivernale, on ne va pas leur couper l'électricité, donc ils vont pouvoir en bénéficier pendant très longtemps. Et ce n'est pas la fraude pour du particulier ou des gens qui n'ont pas les moyens. Après, ça va être utiliser massivement de l'énergie. Il y a des fraudes entreprises là-dedans pour aller miner du bitcoin, par exemple. Ça s'est vu par le passé. Donc voilà. Donc, évidemment, ça se transfère à d'autres industries. Philiou, Sarah, je ne sais pas si... Nous, on utilise de l'IA pas générative. On utilise de l'IA pour... on a une techno qu'on a développée en partenariat avec la Gendarmerie nationale justement pour lutter contre la fraude documentaire. À travers une vidéo, être en mesure de dire est-ce que le document est authentique ou pas, avec des niveaux de précision très élevés qui vont jusqu'à 99,9%.
On utilise de l'IA pour détecter, enfin pour faire de la reconnaissance faciale entre la personne qui se présente et la pièce d'identité. Ça, c'est assez bête et méchant, même s'il y a une petite contrainte sur la qualité de la photo au moment de l'acquisition par rapport à ce qu'on a sur une pièce d'identité. Et ensuite, on utilise de l'IA pour lutter contre les attaques biométriques, donc tout ce qui est deepfake, masque en silicone, vidéo préenregistrée, etc. Et en fait, en termes de cas d'usage, on va utiliser de l'IA à la fois pour l'enrôlement, donc tout ce qui est entrée en relation, pour s'assurer que la personne qui crée un compte bancaire, par exemple, est bien le légitime détenteur de sa pièce d'identité, mais surtout en fait sur l'ongoing monitoring. Donc en fait, l'enrôlement, je pense que c'est un marché qui est assez bien desservi aujourd'hui. Il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent sur ça. Vous connaissez probablement tous PVID et tous les acteurs qui sont là-dessus. Mais le vrai sujet pour moi, c'est la continuité, c'est continuer à maintenir le même niveau d'alerte en fait lors des autres interactions qui nécessitent soit une présentation d'une pièce d'identité ou soit qui sont sujettes à créer un risque sur le compte bancaire. Par exemple, ajouter un bénéficiaire, changer de numéro de téléphone, changer d'appareil de confiance. Enfin, toutes ces étapes où ça crée potentiellement un risque pour l'utilisateur. Mais en fait, nous, on va utiliser de l'IA et de l'identité digitale pour garantir que c'est la personne qui s'est enrôlée qui est en train de faire cette opération-là. Et en fait, l'IA générative, c'est plutôt une attaque qu'on peut subir en générant des deepfakes ou ce genre de choses pour se faire passer pour quelqu'un. Mais dans notre cas d'usage particulier, enfin dans le cas bancaire du moins, ce n'est pas un risque IA, c'est plus un risque cybersécurité parce que c'est de l'injection en fait. Ça veut dire que dans notre parcours, la personne qui est en train de pirater le délinquant, le fraudeur, ou peu importe comment on l'appelle, a réussi à injecter dans mon parcours une vidéo pour me faire croire qu'elle a été enregistrée en direct, en fait. Et du coup, c'est un risque plutôt cybersécurité que IA pour nous, même si, encore une fois, on développe les algos qui permettent de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible sur du web pur de garantir qu'il n'y a pas d'injection. Donc on est obligé on va mettre en place tout ce qu'il faut en cybersécurité pour le limiter au maximum. Mais derrière, quand il y en a, il faut quand même qu'on soit en mesure de le détecter. Mais il existe aujourd'hui des technos qui permettent de détecter que l'IA générative a été utilisée. Par exemple, même ChatGPT peut vous dire que c'est un texte qui a été créé par lui-même. Et donc, en fait, il y a des groupes de travail qui sont en train de mettre en place ça pour essayer de faire en sorte que l'IA générative puisse aider à s'auto-détecter et à aider à lutter contre la fraude ou ce genre de choses. Merci Sarah. Je ne sais pas ce que vous voulez nous dire sur le sujet, mais peut-être vous pouvez nous parler des variantes de ChatGPT aussi pendant votre intervention. Alors, je ne sais pas si je vais parler de toutes les variantes, mais parce qu'il va y en avoir quelques-unes. Déjà, sur le sujet, que faisons-nous en gendarmerie? Donc, outre le fait de travailler avec des entreprises comme ShareID ou autres encore sur ces sujets, notamment dans le domaine criminalistique, on a récemment été primé en juin dernier sur un outil un projet de recherche qu'on appelle Authentic IA, qui permet de détecter les fakes images, les fakes textuels, les fakes audio. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une convergence des modalités. Typiquement, si je veux réaliser un faux ordre de virement, ça va être très facile aujourd'hui de rendre mon arnaque très crédible, parce que vous aurez le visage et la vidéo du président avec sa voix qui demandera le transfert de fonds. Donc ça risque effectivement d'accroître l'efficacité de ces arnaques. Et on a beaucoup travaillé sur les GAN, les fameux réseaux génératifs adverses. Pour l'anecdote, c'est 2014, c'est pas non plus tout récent. Donc là aussi, cette idée de si on veut anticiper, intéressons-nous à la recherche. On a quand même quelques années d'avance. Ces GAN, globalement, c'est à l'origine des deepfakes. C'est deux réseaux de neurones profonds qui, en compétition, vont aboutir à la réalisation d'un fake le plus vraisemblable possible. Donc on a créé des bases de données d'images synthétiques. En fait, il n'y a pas qu'une méthode de GAN. Il y a les style GAN, les star GAN. Il y en a plusieurs déjà qui existent. Et donc on a réalisé un modèle d'apprentissage sur l'ensemble de ces méthodes-là pour voir si effectivement, après, on était capable de détecter une image fake réalisée par l'une de ces méthodes. La limite qu'il y a, c'est que notre niveau de performance décroît quand c'est une méthode GAN qui n'est pas dans notre corpus d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, et d'où la veille sur ces diverses méthodes de GAN. Après, en termes de détection de texte, ChatGPT ou pas de GPT, on peut utiliser l'IA générative, on peut utiliser, pour ceux qui sont plus scientifiques, des méthodes comme les SVM, les supports vector machine, qui sont des méthodes discriminantes qui fonctionnent bien. Dès lors que on ne va pas détecter une phrase de ChatGPT. Par contre, si vous avez un ensemble de paragraphes mélangés avec du texte humain,
ChatGPT, c'est un peu quand même toujours les mêmes structures de phrases. Il y a une unité de vocabulaire. Donc tout ça, l'IA va l'intégrer et va vous permettre de donner un score de vraisemblance sur ce qui est vrai et sur ce qui n'est pas vrai. Un sujet sur lequel on s'intéresse aussi, c'est tout ce qui relève des attaques adverses. Les attaques adverses, c'est quoi? C'est vous avez un panneau stop et l'IA le prend pour un panneau à 110 km/h. Parce que si on veut anticiper les territoires connectés de demain et les véhicules pseudo-autonomes qui arriveront, il faut peut-être se poser assez vite ces questions-là, parce que le véhicule, au lieu de s'arrêter, il va accélérer. Comment c'est conçu? C'est un simple bruit optimisé qui est injecté dans le système, et le système, la sortie du système est faussée. Pour l'humain, il continuera à avoir le panneau stop, mais le système verra un panneau à 110. Alors pour nous, le problème, c'est quoi? C'est une photo de passeport, vous mettez un bruit dans le système, vous êtes un criminel recherché, le système vous verra comme monsieur tout le monde. En revanche, le douanier, si effectivement il connaît le visage du criminel, il vous verra, il saura que vous êtes criminel. Mais le système sera faussé. Comment on lutte contre ça? On rajoute de l'aléatoire dans les systèmes d'apprentissage, parce que dès lors que cet aléatoire peut décroître légèrement les capacités de généralisation de l'intelligence artificielle, mais elle peut aussi, elle est plus robuste à justement ces bruits qui sont construits pour fausser les systèmes d'intelligence artificielle. Donc on a comme ça un certain nombre d'applications, de travaux, vous voyez, en amont sur l'évaluation de la menace, sur ce que peut produire l'IA générative. Et effectivement, alors, il y a deux questions dans votre question de déclinaison de ChatGPT, parce que c'est un peu fatigant de faire toujours la publicité pour la même société. On a Llama, on a Bard, on a beaucoup aujourd'hui d'IA générative. Les questions qu'on se pose aujourd'hui au niveau ministériel, c'est comment ces outils-là pourraient aussi nous être utiles au profit des agents publics. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Et puis la face obscure, parce qu'il y a toujours une face obscure. Je pensais notamment à WormGPT, que j'ai cité tout à l'heure. WormGPT, c'est un GPT qui vous permet de générer des campagnes de phishing, qui vous permet de générer des malwares, qui vous permet de générer des attaques cyber optimisées. Demain, l'IA générative, elle vous permettra de générer des virus toxiques. Parce que déjà, sur les molécules, on est capable de faire un certain nombre de travail par l'IA générative. Le côté clair, c'est on pourra peut-être générer des vaccins, mais on pourra aussi générer ces effets plus nuisibles. Donc on doit vraiment, nous, se préparer à ces enjeux-là, parce que c'est encore une fois, c'est une évaluation de la menace. Dans l'évaluation de la menace, on peut se tromper. Ce n'est pas grave de se tromper sur l'évaluation de la menace. Ce qui serait plus embêtant, c'est de ne pas réagir à une menace qu'on avait évaluée. Et ça, on essaye de se mettre en ordre de bataille pour ça. Merci à tous les quatre pour toutes vos réponses. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que il y a des acteurs engagés pour lutter contre la fraude, et ça, je vous le confirme. En tout cas, moi aussi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ce qu'on voulait faire tous les 5, avant de conclure, c'est vous donner peut-être chacun une recommandation de la manière dont on vous invite à travailler au sein de votre entreprise sur ce sujet de lutte contre la fraude. Et pareil, peut-être Philippe, tu peux commencer. Merci. C'est mon côté consultant un peu. Ça, mais... Si j'ai une recommandation à donner, donc justement c'est un peu comme sur l'activité que Sarah exerce sur la partie vérification d'identité, c'est bien s'assurer que le citoyen, malgré que le parcours est digital, bien s'assurer que le citoyen qui se présente pour accéder à nos services est bien le titulaire du document, donc vraiment pour pouvoir lui fournir les services, mais surtout en fait essayer quelque part de créer cette culture au sein de l'entreprise de la méfiance. Enfin, pas forcément la méfiance, mais j'entends faire surtout attention à l'impact que l'entreprise peut avoir sur le client ou le prospect qui va venir. Puisque nous, on le voit dans le cadre d'usurpation d'identité, évidemment, c'est que d'une part, l'identité d'une entreprise peut être usurpée. Et là, pour le coup, vos clients se retrouvent sous le joug de ce fraudeur qui se fait passer pour vous en tant qu'entreprise. Et donc, sécuriser un canal de communication avec vos clients pour pouvoir vous assurer que le message que vous souhaitez lui faire passer est bien un message clair et qu'il sache quelque part que par ce canal-là, pas de fraudeurs essaieront de communiquer avec eux. Une recommandation relativement simple,
sans aller de manière trop extrême jusqu'à dire arrêtez de publier de l'information sur vous et vos entreprises. C'est un peu brutal, mais soyez conscient de l'information que vous publiez sur vous, sur vos entreprises. C'est, je pense, ultra important. Et le deuxième point, c'est peut-être à garder en tête, c'est de bien évaluer la complétude des solutions que vous mettez en œuvre dans vos stratégies antifraude, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, unique, qui va couvrir tous les points. Mon conseil, c'est plutôt sensibiliser. En fait, on se rend compte, et on en parlait avec Philly hier, ID Protect a organisé un événement à Tech Fraud pour, entre autres, sensibiliser les gens au type de fraude auxquelles on est sujet dans le milieu bancaire et un petit peu plus généralement. Il y a une grande majorité des fraudes qui ont lieu simplement parce qu'on ne fait pas attention. Et c'est souvent très très bête. Et du coup, il y a des pertes financières énormes, il y a des vies qui sont perdues, il y a des gens qui tombent malades. Enfin, il y a beaucoup d'impact réel au-delà de simplement perdre un petit peu d'argent sur son compte bancaire. Et du coup, c'est vraiment sensibiliser à fond, à la fois les collaborateurs. Je pense que les banques le font. Moi, j'étais dans les banques avant et on avait au moins une fois par an toutes ces formations qu'on n'aimait pas trop, mais qui étaient plutôt utiles sur les campagnes de phishing, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il faut vraiment sensibiliser de plus en plus. La gendarmerie nationale fait aussi beaucoup d'efforts de sensibilisation à travers Cybergend en ligne pour que les gens se rendent compte. L'ANSSI fait beaucoup de sensibilisation et je pense que c'est ces choses-là qu'il faut communiquer de façon plus facile pour que à la fois nos grands-parents ou nos parents se rendent compte que en fait le web c'est bien, c'est un peu dangereux mais pas trop non plus, que les jeunes se rendent compte que en fait le web c'est dangereux parce qu'en fait ils postent un peu trop de choses personnelles et ils se rendent pas compte que c'est des choses qui vont les suivre toute leur vie et surtout sur l'entreprise se rendre compte que parfois laisser juste un papier traîner sans le détruire, en fait ça peut être le point de départ d'une très grosse fraude et donc encore une fois simplement sensibiliser à la fois vos enfants, vos parents, vos collaborateurs et voilà. Beaucoup de choses ont été dites, j'adhère. Je ne vous connais pas, donc sauf si vous êtes fraudeur ou criminel, ayez une vision stratégique polysémique de l'IA et pas produit. Le produit accompagne la stratégie. Continuez à acheter des produits, mais ça accompagne la stratégie. Engagez-vous dans la voie de l'IA. Vous devez ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Ne vous laissez pas freiner par le passage à l'échelle. Il y a plein de capacités de développement de l'IA sur mesure. On se laisse trop souvent freiner par le poids du passage à l'échelle. L'IA ne fait que progresser. Engagez-vous petit et vous grandirez relativement vite. Et je suis sûr qu'en termes de performance, vous verrez assez rapidement les succès que peut apporter l'IA. Mais il y a un investissement de base au départ sur lequel il faut s'engager. Voilà, de notre côté, on a fini. On vous remercie tous. Je vais me prendre de ma petite recommandation. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour les entreprises, un élément clé, la sensibilisation. Essayer de le rendre ludique. Mais il y a plein de solutions pour lutter contre la fraude. Et en général, moi, ce que je peux voir dans mon métier du quotidien de consultant sur ces sujets de fraude et d'investigation, parce qu'on travaille de traiter des investigations, c'est que le bon sens, et rappeler que faire preuve de bon sens, c'est clé à tous ses collaborateurs, c'est un élément fondamental. Et aussi, pour répéter un peu ce qui a été dit, la lutte contre la fraude, c'est une combinaison de plusieurs moyens de lutte. Pas que IA, mais aussi cyber, aussi humaine et aussi procédurale, quoi. Pour la petite histoire, les fraudes de précédence, ça existe encore. Voilà, j'ai un client qui s'est fait prendre 3 millions d'euros il y a un mois, suivant un procédé tout à fait que je qualifierais de sidérant, très simple. Voilà, donc faites attention. Mais ne soyez pas défaitistes. Voilà. Merci à tous.